Elle avait 17 ans, des boucles d'ébène, un sourire solaire et un homme de 30 ans son aîné à ses côtés. Quand Tina Kunake est apparue pour la première fois dans les bras de Vincent Cassel, Avant soit les yeux, soit la bouche. Ouais. le public français n'a pas su quoi penser. Muse ou mirage? Amour sincère ou coup de pub scénarisé? Les flashs crépitaient, les langues se déliaient, et elle, au milieu de tout ce tumulte, gardait le silence. Trop jeune, trop belle, trop noire, trop audacieuse. On la réduisait à une silhouette sans profondeur. Pourtant, derrière les photos parfaites et les clichés sulfureux, se cachait une histoire autrement plus complexe. Une enfance multiculturelle entre le Pays Basque, le Togo et la Sicile. Un destin bousculé par les standards, puis propulsé sous les projecteurs, par un mariage qui allait autant la glorifier que la consumer. Mais ce que personne n'avait prévu, c'est que cette fille d'eux... Ici, c'est l'hiver là-bas et l'hiver là-bas. Donc en fait, nous, quand on se casse parce qu'il fait froid, on arrive et... Ce mannequin d'eux deviendrait, après la tempête médiatique, une femme qui dit non. Non aux injonctions, non aux narratifs imposés, non à l'effacement. Tina Kunake ne s'est pas contentée d'être belle. Elle s'est imposée là où on ne l'attendait pas. Et aujourd'hui, son histoire mérite d'être racontée. Avant de devenir l'égérie des podiums, Tina Kunake était simplement une petite fille au regard grand comme le monde, écartelée entre plusieurs identités, plusieurs langues, plusieurs terres. Elle est née en jour d'avril 1997 à Toulouse, loin des projecteurs, dans une famille peu ordinaire. Son père, Robin Kunake, est originaire du Togo. Sa mère, Nadia, est sicilienne. Dans son ADN se mêlent l'Afrique de l'Ouest et la Méditerranée, le feu et la terre, la chaleur du sud et la rigueur des montagnes. Dès son plus jeune âge, Tina apprend à naviguer dans les contrastes. À la maison, on parle italien, français, un peu d'espagnol. On cuisine des pâtes au basilic et du riz aux épices. Elle vit d'abord dans le sud-ouest de la France, entre Biarritz et Anglet, bercée par les vagues de l'Atlantique. Puis, la famille part vivre en Espagne. Là encore, tout change. Les codes, les rythmes, les regards. À l'école, Tina est différente. Trop bronzée pour les uns, pas assez noire pour les autres. Son nom intrigue. Son accent change au fil des saisons. Et surtout, elle ne se reconnaît dans aucun miroir collectif. Elle se cherche. Elle questionne. Elle observe beaucoup, parle peu. Elle comprend très tôt que le monde essaiera toujours de la ranger dans une case et que sa mission sera peut-être de toutes les faire exploser. Mais au sein de cette famille unie, elle trouve un ancrage. Son père lui apprend la fierté d'être métisse, lui raconte le Togo, les traditions, les ancêtres. Sa mère l'initie à l'élégance italienne, à la force tranquille des femmes du Sud. C'est cette double culture, ce double feu intérieur qui façonne chez Tina une personnalité à la fois douce et tranchante, presque insaisissable. En grandissant, elle développe une sensibilité esthétique rare. Elle aime les étoffes, les couleurs, les corps en mouvement. Elle regarde les clips de Beyoncé, les défilés de Jean-Paul Gaultier, les photos de Grace Jones. Elle ne rêve pas encore de défiler, mais elle sait qu'un jour, elle ne passera plus inaperçue. Elle ressent au fond d'elle cette tension permanente entre l'invisibilité et le besoin viscéral d'être vue. À l'adolescence, son corps change. Elle devient élancée, puissante, magnétique. Les garçons la regardent, les filles la jalousent ou l'admirent, mais Tina garde ses distances. Elle sait que sa beauté sera une arme à double tranchant. Elle se méfie, elle analyse, elle écoute les adultes dire qu'elle devrait être mannequin, mais elle n'y croit pas. Elle veut vivre libre, voyager, parler plusieurs langues, découvrir le monde. Sa famille, bien que protectrice, ne freine pas ses élans. Ils savent qu'elle est faite pour autre chose, mais ils n'ignorent encore que cette petite fille solaire deviendra quelques années plus tard l'une des figures les plus commentées et controversées de la mode française. Non pas pour un défilé ou une couverture de magazine, mais pour avoir osé aimer hors des normes. Ce que Tina n'imagine encore pas, c'est que sa plus grande force, cette capacité à ne rentrer dans aucune case, deviendra aussi sa plus grande fragilité. Tina n'a jamais cherché à devenir mannequin. Elle n'a jamais collé ses rêves aux vitrines de l'industrie, ni découpé les couvertures de Vogue pour les coller dans un journal intime. Elle voulait voyager, étudier, peut-être même devenir vétérinaire. La mode, pour elle, relevait du fantasme. Un monde codifié, inaccessible, un peu artificiel. Et pourtant, c'est dans les rues d'Hendaye, lors d'une sortie ordinaire, qu'un homme l'aborde, lui demande si elle a déjà pensé à poser devant un objectif.
Au début, elle croit à une blague. Elle a 15 ans, un sac à dos trop grand, des baskets sales et un regard méfiant. Mais l'homme insiste, il travaille avec des photographes et il pense qu'elle a quelque chose. Ce quelque chose, Tina l'a entendu toute sa vie sans jamais comprendre ce que c'était. Trop grande, trop magnétique, trop différente. Cette fois-ci, cette différence semble l'emmener quelque part. Elle accepte un premier test photo, sans trop y croire. La séance a lieu dans un studio modeste à Biarritz. Lumière blanche, maquillage léger, musique douce. Quand elle voit les premières images, elle ne se reconnaît pas. Ce n'est pas elle, cette jeune fille féline, ce port de tête assuré, ce regard brûlant. Et pourtant, une étincelle naît. Non pas la vanité, mais la curiosité, la possibilité. Rapidement, les propositions affluent. Booking, casting, shooting. Des agences parisiennes commencent à l'appeler. Elle signe ses premiers contrats avec IMG Models. À Paris, elle découvre un univers qui la fascine autant qu'il la dérange. Tout est rapide, trop rapide. Les jugements tombent comme des couperets. Plus mince, moins cheveux, plus sauvage, moins timide. On la maquille pour la transformer en fantasme exotique. On la déshabille pour en faire une icône de désir. Tina, elle, essaie de ne pas se perdre dans ses miroirs déformants. À la maison, la nouvelle ne passe pas si bien. Sa mère est inquiète. Le monde de la mode a mauvaise réputation. Elle a peur que sa fille se brûle les ailes. Son père, lui, est plus nuancé. Il comprend l'élan, la nécessité pour Tina de s'émanciper. Mais il pose ses conditions. Les études d'abord. Tina promet. Elle passera son bac, elle ira à l'université et entre deux partiels, elle pourra poser, défiler, s'amuser, tant qu'elle garde les pieds sur terre. Mais comment garder les pieds sur terre quand on vous envoie à New York à 17 ans, qu'on vous photographie pour Harper's Bazaar et qu'on vous compare à Naomi Campbell? Tina vacille. Elle aime l'adrénaline, la création, le jeu. Elle déteste les étiquettes. Elle sent que le monde de la mode l'admire sans jamais vraiment la comprendre. Trop jeune pour se rebeller, trop lucide pour se soumettre. À cette époque, elle commence à publier quelques photos sur Instagram. Des clichés en noir et blanc, des paysages, des autoportraits bruts. Rien de calculé. Mais très vite, sa beauté attire l'attention. Elle gagne des milliers d'abonnés. Son nom circule dans les rédactions. La nouvelle sensation franco-togolaise. Le visage de demain. On l'invite à des soirées, des défilés, des séances de photos avec des marques comme L'Oréal, Jean-Paul Gaultier, Balmain. Elle a 18 ans quand tout bascule. Lors d'un séjour au Brésil, elle croise le chemin de Vincent Cassel. Il a plus du double de son âge, une carrière impressionnante, une réputation sulfureuse. Et pourtant, ils se comprennent immédiatement. Leur univers s'entrechoque et une alchimie naît. Étrange, dérangeante pour beaucoup, mais réelle. Dès lors, Tina n'est plus seulement mannequin. Elle devient sujet de débat, cible médiatique, figure d'un amour jugé trop. Le conte de féerie commence dans le tumulte, et derrière les flashs, Tina sait que sa vie ne lui appartiendra plus tout à fait. Quand Tina Kounaki défile pour Jean-Paul Gaultier à Paris, elle n'a que 19 ans. Sa démarche est fluide, féline, presque hypnotique. Elle n'a pas la formation des mannequins classiques, mais elle a ce magnétisme brut, cette présence organique qui bouleverse les codes. Sur les podiums, elle se transforme. Elle ne marche pas. Elle habite l'espace. Et très vite, les grandes maisons s'en emparent. Balmain, Off-White, Missoni, Etam. Les campagnes s'enchaînent, les couvertures aussi. En quelques mois, Tina devient incontournable. Elle incarne une beauté métisse, solaire, moderne. Elle ne ressemble à personne d'autre. Mais à mesure que sa silhouette envahit les magazines, son nom envahit les colonnes People. Car entre deux défilés, c'est sa relation avec Vincent Cassel qui fait la une. Leur histoire d'amour, officialisée en 2016, choque, fascine, dérange. Lui a 49 ans, elle en a 19. Il sort d'un mariage mythique avec Monica Bellucci. Elle sort tout juste de l'adolescence. On parle d'un caprice de star, d'un jeu de pouvoir, d'une Lolita. Les critiques pleuvent, les insultes aussi. Tina, elle, ne dit rien. Elle poste des photos, sourit au flash, continue de construire sa carrière. Elle refuse d'expliquer, de justifier. Elle aime, c'est tout. Et cette pudeur renforce à la fois le mystère et l'agacement. On veut la faire parler, elle se tait. On veut la réduire à la femme de, elle continue d'être la muse de. En 2018, le couple se marie à Bidart, au Pays Basque, dans une cérémonie intime mais inévitablement scrutée. Tina est resplendissante dans sa robe blanche signée Jacques Mus. Vincent l'embrasse avec tendresse. Les images circulent à une vitesse folle.
Le conte de fées est lancé. Mais il y a une tension dans l'air, une crispation derrière les sourires. Car si certains saluent un amour libre et audacieux, d'autres y voient une provocation, une image toxique de domination masculine. Dans l'industrie de la mode, les opinions se divisent. Certains la voient comme une icône de liberté, une jeune femme qui choisit sa vie, son corps, son destin. D'autres la considèrent comme piégée dans une narration qui n'est pas la sienne. Les photographes continuent de l'adorer, sa peau dorée, ses cheveux en cascade, ses courbes fières. Mais Tina reste en retrait. Elle fuit les interviews. Elle ne veut pas être une voix. Elle veut être une femme, simplement. Entre 2018 et 2021, elle devient le visage de nombreuses campagnes internationales. L'Oréal, Calzedonia, Bulgari. Elle pose pour Vogue, elle, Harper Bazaar. Elle enflamme Instagram avec ses looks minimalistes et sa beauté brute. Mais derrière cette ascension fulgurante, une fatigue s'installe. Elle est partout et nulle part à la fois. Toujours amenée à son mariage, à son âge, à sa couleur de peau, jamais totalement regardée pour elle-même. Elle donne naissance à une petite fille en 2019, un nouveau rôle, une autre exposition. Les critiques redoublent. Trop jeune pour être mère, utilisée comme un trophée, symbole d'un fantasme patriarcal. Tina, encore une fois, garde le silence, mais dans l'intimité, les fissures apparaissent. Elle tente de continuer à défiler, à tourner, à être présente, mais le monde autour d'elle est devenu étouffant. La mode, elle l'aime, mais elle ne s'y sent plus à sa place. Elle est épiée, scrutée, analysée. Tout devient prétexte à débat. Sa robe, sa coiffure, ses absences, ses sourires, elle réalise que son image ne lui appartient plus, qu'elle est devenue un symbole malgré elle. Et alors que sa carrière semble atteindre les sommets, quelque chose se brise. Tina n'est plus seulement une étoile montante, elle devient un objet de fascination toxique. Et la suite n'en sera que plus violente. À mesure que les projecteurs se braquent sur elle, Tina Kunaki comprend que la beauté, dans le monde qui l'entoure, n'est jamais neutre. Sur sa peau brune, sur ses cheveux crépus, sur ses lèvres pleines, le monde projette tout un imaginaire, exotique, érotique, souvent raciste. On veut la cadrer, la définir, la dompter. Mais Tina, elle, n'est pas de celle qu'on modèle. Elle est née hors norme, et elle compte bien y rester. Très tôt, elle refuse les conseils de certains agents. Défrise tes cheveux, tu Zara, ça passe mieux. Sois plus douce, plus accessible. Évite les vêtements trop ethniques. Elle sourit poliment, puis tourne les talons. Son corps n'est pas un costume. Son identité, pas une tendance. Alors que les marques tentent de surfer sur une vague de diversité souvent superficielle, Tina choisit ses campagnes avec soin. Elle préfère dire non plutôt que d'être utilisée comme alibi. Lorsqu'une grande maison de luxe lui propose un contrat juteux, mais exige de modifier son apparence, moins de volume, plus de lissage, maquillage plus universel, elle décline. « Je ne suis pas un fantasme colonial », dira-t-elle un jour dans une interview rare mais percutante. « Je suis une femme entière, pas un visage à modeler. » Elle pose nue pour quelques campagnes artistiques, dans une mise en scène sobre, assumée, loin des clichés voyeuristes. Là encore, elle prend le contrôle. Elle choisit le photographe, l'angle, la narration. Ce n'est pas une provocation, c'est une réappropriation. Elle veut qu'on voit son corps comme elle le voit, puissant, libre, hors des standards occidentaux. Mais les critiques pleuvent. On l'accuse d'utiliser son image pour se faire plaindre, de jouer la carte du féminisme facile. Certains lui reprochent son silence, d'autres son audace. Tina répond peu, mais agit. Elle se retire progressivement des plateaux télé, refuse les invitations au talk-show, choisit de parler sur ses réseaux, à ses conditions. Ce qui la rend différente, ce n'est pas seulement sa beauté ou son parcours fulgurant, c'est cette capacité à dire non. À 20 ans, elle décline une couverture majeure qui voulait la mettre en scène comme une panthère noire dans la jungle urbaine, un imaginaire colonial qu'elle juge violent et archaïque. Elle dénonce en privé ce que beaucoup de mannequins de couleur taisent encore, par peur d'être blacklistées. Elle défend aussi, plus discrètement, les jeunes femmes métisses et noires qui l'écrivent chaque jour. Elle lit tout, elle répond parfois. « Tu n'as pas à t'éclaircir la peau pour être aimée, tu n'as pas à t'excuser d'être belle et noire. » Ces mots-là, elle aurait voulu plus jeune, elle les transmet maintenant. Mais le combat est épuisant, et Tina le sait. Dans un monde qui adore ériger des icônes pour mieux les faire tomber, chaque affirmation est un risque. Elle perd des contrats, elle est évincée de certaines sélections, on lui préfère des visages moins politiques. Peu importe, elle préfère l'ombre à la compromission. En 2022, elle prend une décision radicale. Se retirer temporairement du monde de la mode. Plus de défilés, plus de séances photos. Elle part voyager seule, coupe son téléphone, se reconnecte à elle-même.
Certains médias annoncent une pause carrière, d'autres spéculent sur une crise. Mais pour Tina, c'est une renaissance. Elle revient quelques mois plus tard, plus affirmée, plus sereine. Elle lance discrètement une ligne de soins capillaires naturels pour cheveux texturés. Pas de campagne tapageuse, pas de stratégie marketing clinquante, juste un produit pensé par une femme qui sait ce que c'est que d'être jugée pour sa texture de cheveux. Une révolte en douceur, une résistance intime. Car Tina Kunake n'est pas un phénomène passager. Elle est un refus incarné. Le refus d'obéir, de plaire à tout prix, de se faire toute petite pour ne pas déranger. En apparence, tout allait bien. Une enfant magnifique, une maison à Bidart, un mari célèbre, une carrière toujours en lumière. Et pourtant, en coulisses, l'édifice commençait à se fissurer. Les absences de Vincent Cassel lors d'événements importants. Les publications Instagram devenues plus espacées. Les regards échangés, moins tendres. Les rumeurs, elles, ne tardaient pas. En 2023, tout explose. Le magazine Voici révèle que Vincent Cassel a supprimé toutes les photos de Tina sur son compte. L'acteur est aperçu au Brésil, seul. Des tabloïds évoquent des tensions irréconciliables. L'information circule en boucle. Le couple glamour de la France se sépare. Tina, elle, ne confirme rien. Elle se mure dans un silence aussi élégant qu'inquiétant. Sur son propre profil, aucune réaction. Juste quelques clichés de paysages vides, une photo d'elle de dos, cheveux au vent, légendée sobrement, respirée. La presse s'emballe. On l'a dit effondrée, en colère, trahie. D'autres l'imaginent en stratégie de reconquête. Mais personne ne sait. Car Tina Kunake disparaît, littéralement. Plus de tapis rouge, plus de shooting, plus d'apparitions publiques. Les marques attendent. Les agents se taisent. Les fans spéculent. Où est-elle? Que fait-elle? Certains disent qu'elle aurait fui à Marrakech, pour s'isoler. D'autres parlent de retraite spirituelle dans les montagnes du sud de la France. Ce qui est sûr, c'est qu'elle s'efface, volontairement. Et c'est cela qui fascine autant que cela inquiète. Dans un monde où tout se partage, Tina choisit le retrait, la déconnexion, le silence comme cri. Ce silence pourtant est tout sauf un effondrement. Il est un refus. Celui de s'exposer à nouveau à la cruauté médiatique. Car au-delà de la rupture, c'est toute une mécanique de destruction symbolique qui s'est enclenchée contre elle. Trop jeune, on l'avait prévenue, c'était couru d'avance. Elle n'était qu'une passade. Les commentaires fusent, souvent sexistes, racistes, condescendants. Tina l'encaisse, mais dans l'ombre, elle reconstruit. Elle commence une thérapie. Elle coupe certains contacts. Elle s'éloigne même de certains proches qui, selon ses dires, ne supportaient pas son autonomie. Pour la première fois, elle vit seule. Mère célibataire, femme libre, elle redécouvre ses limites, ses envies, son corps aussi. Elle avoue dans une interview confidentielle avoir traversé des crises d'angoisse, des insomnies, un sentiment d'échec écrasant. « J'ai cru que je m'étais perdue en chemin », murmure-t-elle. Mais petit à petit, le calme revient. Tina s'entoure d'un nouveau cercle, artiste, photographe, femme indépendante. Elle n'est plus l'épouse d'eux, mais une femme en mouvement. Elle se remet à écrire, à peindre. Elle refuse les propositions de télé-réalité ou d'exclusivité people. On lui offre de poser pour un grand magazine avec le titre « La renaissance de Tina Kunake ». Elle dit non. « Je n'ai pas besoin de renaissance, j'existe. Point. » C'est en 2024, presque un an après sa disparition médiatique, qu'elle réapparaît brièvement. Pas sur un tapis rouge, mais dans une galerie d'art à Arles, où elle expose une série de photos prises pendant sa période d'exil. Des autoportraits brumeux, des corps fragmentés, des ombres dans le sable. L'exposition s'intitule simplement « Absence ». Tout est dit. Aucun commentaire sur son passé, aucun mot sur son ex-mari, juste une Tina différente. Plus nue, plus vraie. La presse tente de relancer la machine. Elle coupe court. Elle ne veut plus qu'on raconte son histoire à sa place. Et alors que le monde continue de spéculer, Tina choisit la lenteur, l'intimité, le vrai. Elle a chuté, oui, mais c'est elle qui a choisi le moment, la manière, le rythme de son retour. Et ça, dans l'univers impitoyable de la mode, c'est un acte radical. Tina Kunake ne s'est jamais définie par les mots des autres. Elle a été muse, épouse, fantasme, révolte,
mais jamais prisonnière d'aucune de ces étiquettes. Ce qu'elle laisse derrière elle n'est pas un empire de mode, ni une collection de trophées. C'est autre chose, plus discret, plus puissant. Une trace. Une trace pour toutes celles qui ne rentrent dans aucune case, celles qu'on a trop souvent réduites à leur jeunesse, à leur peau, à leurs choix amoureux. Tina n'a pas crié, elle n'a pas plaidé. Elle a juste vécu, en résistance. Aujourd'hui, elle n'est plus sur tous les podiums. Elle ne cherche plus à revenir, comme on dit dans les magazines. Elle est ailleurs, plus rare, mais plus intense. Et chaque apparition, chaque mot, chaque silence même, est devenu un geste artistique, un acte politique. On pourrait dire qu'elle a été oubliée, qu'après Vincent Cassel, elle n'a plus jamais été vraiment vue. Mais ce serait mal comprendre ce qu'elle incarne. Tina Kunaken n'a pas disparu. Elle a repris possession d'elle-même. Peut-être que le monde n'était pas prêt pour elle. Peut-être qu'il ne l'est toujours pas. Ou alors, c'est elle qui a compris, avant tout le monde, que la vraie liberté commence là où les regards s'arrêtent.